Euh, Bonjour, je peux vous aider? Qu'est-ce que vous... Non, 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 revenez! Non! Non! Aujourd'hui, nous commençons une série de 4 vidéos qui sera consacrée aux Vikings. Oui, alors pour être plus précis, on va parler de la première grande phase viking qu'on fait usuellement aller de la fin du 8e siècle au début du 10e. Première grande phase, elle-même découpée en 3 parties. Par cette série, nous essaierons de comprendre les raisons du phénomène viking, ainsi que leurs méthodes et leurs évolutions. Évidemment, ce sera l'occasion de dépasser un grand nombre d'idées reçues à ce sujet. Par contre, vous m'en voudrez pas, je vais être obligé de me limiter aux vikings de l'Europe occidentale. Nous n'allons pas parler des Russes dans cette série. Et aujourd'hui, nous allons parler du raid, à travers l'événement qui est considéré comme le commencement de l'ère viking, le pillage de Lindisfarne en 793. Et là, pour le coup, pas besoin de contexte. Les Vikings sont une pure nouveauté en Europe occidentale, des barbares qui pillent et qui brûlent et qui... Oh là, oh là, oh là, tu te fous de moi là, c'est ça? Bah quoi? Le pillage de Lindisfarne a complètement pris au dépourvu le monde occidental et c'est une première dans l'histoire. Ouais, bah va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ce que tu nous racontes. Déjà, c'est quoi Lindisfarne? Lindisfarne est une île au nord-est de l'Angleterre, appartenant alors au royaume de Northumbrie. Sur cette dernière a été fondé en 634 ou 635 un monastère qui a servi de base pour la christianisation de l'Angleterre. Et c'est dans ce monastère qu'est enterré Saint Cuthbert, considéré comme le patron de la Northumbrie. Pourquoi tu me racontes tout ça? Eh bien, à la fin du 8e siècle, ce monastère est un lieu reconnu de la chrétienté. Il agit comme un centre religieux local, produit un certain nombre de manuscrits et attire de nombreux croyants, ainsi qu'une quantité non négligeable de dons. Oui, bon bah ok, en gros il y a des richesses à Lindisfarne, pas étonnant que les Vikings viennent y faire un raid. Certes, mais note bien que les Vikings en question, qui viennent de Norvège ou du Danemark, n'attaquent pas à l'aveugle. Ils ne sont pas ici par hasard. Oh, autrement dit, ils savaient. Et s'ils savaient, ça veut dire qu'il y avait des échanges au préalable entre les Vikings et l'Europe occidentale. Exactement. Autrement dit, si on veut bien traiter le contexte et essayer de comprendre l'apparition des Vikings, il va nous falloir rentrer un peu plus dans les détails des relations entre le monde scandinave et le reste de l'Europe occidentale. Attends, le monde scandinave ou le monde viking? Ah oui, alors, faut traiter ça aussi. En fait, viking, en ancien norrois, désigne une activité, le fait d'amasser des richesses à travers des voyages en bateau. Cela peut concerner autant du commerce que des raids. Donc un vikinger, ou un viking du coup en français, ben c'est quelqu'un qui viking. Mais puisqu'un viking n'est pas un membre d'une population, mais bien quelqu'un qui a une activité, il va nous falloir garder en tête qu'il y a une certaine porosité entre les vikings et les populations scandinaves. On trouvera même des Irlandais, des Francs ou des Anglo-Saxons qui rejoindront les Vikings dans leurs expéditions, devenant par là même des Vikings. Autrement dit, dans cette série, il nous faudra rester alerte quant à l'emploi des termes viking ou scandinave. Et pour le contexte, nous devons commencer par étudier les relations entre Scandinaves et Européens occidentaux, notamment les Francs, pour comprendre l'émergence des Vikings. Car contrairement à une vision un peu datée, la Scandinavie n'est pas restée coupée de l'Europe jusqu'à l'apparition des méthodes vikings. Au contraire, ces dernières ont sûrement émergé du fait de changements profonds en Europe occidentale. Et pour le comprendre, il nous faut remonter au début du 8e siècle. Si les Francs sont en plein développement, ce sont les Frisons qui font le lien entre ces derniers et la Scandinavie. On observe le développement d'un réseau commercial et de villes marchandes à cette époque. Bien avant Lindisfarne donc, on observe de nombreux échanges stimulés par les Frisons. Les Scandinaves sont intégrés à un tissu marchand bien qu'en marge. Pour vous dire, on a retrouvé en Scandinavie des monnaies arabes datant de 770. La région n'est donc pas isolée. De même, les méthodes de navigation, la voile carrée ou alors la connaissance des routes maritimes est très certainement transmise aux Scandinaves par les Frisons. Mais l'équilibre est remis en cause par l'expansion des Francs, qui annexent la Frise occidentale entre 720 et 733,
puis la Frise orientale en 772. Les routes commerciales en sont chamboulées et les Scandinaves commencent à prendre le relais. Les différentes campagnes de Charlemagne contre les Saxons entre 777 et 797 augmentent encore la pression sur le monde scandinave, notamment sur le royaume du Danemark. L'avancée des Francs a ainsi plusieurs conséquences qui pourraient expliquer l'émergence du phénomène viking. Même si vous vous doutez qu'il y a plusieurs autres hypothèses proposées, et sûrement un mélange de tout ça, comme une croissance démographique ou une influence climatique. En désorganisant le réseau commercial frison, les Francs poussent indirectement les Scandinaves à se projeter eux-mêmes sur ces routes d'échange. Tant et si bien que si Lindisfarne est le premier cas attesté dans les sources de l'époque, il y a fort à parier que les Scandinaves avaient commencé à commercer ou à effectuer des raids à partir des années 770. Je vous rappelle que les expéditions vikings peuvent être pacifiques ou agressives, et elles sont souvent un mélange des deux. Et secondement, on pourra remarquer que la forte poussée franque contre les Saxons met le royaume puis empire de Charlemagne au contact direct avec les Danois, qui intensifient alors leur concentration d'un pouvoir royal à même de réagir. Ce qui a pour conséquence de créer de fortes frictions sociales, capables de jeter vers les mers des hommes que le nouveau pouvoir royal dépossède de leur propre pouvoir. Mais ça, on y reviendra. Toujours est-il que nous y sommes. À la fin du 8e siècle, les Scandinaves connaissent les routes commerciales, ont leur propre réseau de renseignement et sont au fait de l'organisation territoriale des Francs et des Anglo-Saxons. Autrement dit, ils connaissent Lindisfarne, sa richesse et surtout son absence de défense. On peut dès lors observer le déroulement de l'attaque pour comprendre le déroulement des premiers raids vikings. Un jour de 793, potentiellement le 8 juin, des bateaux scandinaves abordent l'île par l'est. En débarquent plusieurs dizaines d'hommes armés, difficilement plus de 100, qui traversent alors l'île, droit vers le monastère, qu'ils dépouillent des richesses qu'ils trouvent, notamment les métaux précieux. Au passage, ils tuent et capturent un certain nombre de personnes, bien que les chiffres soient totalement inconnus. En quelques heures, ils rembarquent avec richesses et futurs esclaves, laissant la majorité des moines frappés par l'événement. Les bateaux repartent immédiatement pour leur point d'origine, au Danemark ou en Norvège. Voilà. On peut difficilement parler de bataille, mais le mode opératoire reste intéressant à décrypter, bien qu'il soit tout à fait usuel pour l'époque. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, le pillage de Lindisfarne est un choc qui va résonner dans toute l'Europe. Ce monastère est un centre du christianisme de la Northumbrie, et un de ses anciens membres, Alcuin, est un proche conseiller de Charlemagne et va beaucoup communiquer à ce propos. Et comme les Scandinaves ont laissé bien peu de sources écrites, on est forcément influencé par celles qui ont été laissées par les chrétiens d'Occident qui vivent le sac de Lindisfarne comme la plus grande des violences. Alors qu'en réalité, le pillage, c'est plutôt la norme. Voire pire, c'est carrément un moyen de légitimation du pouvoir, notamment chez les Francs. Par exemple, Charlemagne multiplie les raids dans le territoire saxon, tant pour les punir que pour en emporter un butin qu'il va ensuite partager à sa cour comme tant de présents diplomatiques ou politiques. Pareillement, contre les Avars, peuple situé dans l'actuelle Hongrie, on observe une certaine concurrence entre Pépin d'Italie, fils de Charlemagne, et Éric, duc de Frioul. Ce dernier, en 795, pille le ring des Avars et envoie son butin à la cour de Charlemagne. Pépin d'Italie organise une expédition dès l'année suivante et sans Éric de Frioul, et vient apporter en personne le butin à la cour. De fait, Pépin se devait de dépasser Éric pour légitimer sa place d'héritier de Charlemagne. Autrement dit, le pillage ou le raid est une norme culturelle de l'époque, que les Vikings sont bien loin d'inventer à Lindisfarne. En revanche, leur raid est bien différent pour deux raisons. Ils s'attaquent à un lieu sain et sans défense, et ils demandent bien peu de moyens. Contrairement aux raids francs, qui demandent le rassemblement d'une armée sous une autorité centralisée, les Vikings multiplient les petites attaques éclairs avec des bandes entre 50 et 300 hommes. Ainsi, de 789 à 820, les Vikings s'attaquent essentiellement à des cibles isolées mais riches, généralement des monastères. Ils frappent en Angleterre, à Portland, Lindisfarne. En Écosse, à Iona, les Orcades, les Shetland. Chez les Francs, à Noirmoutier. Ils atteignent même l'Irlande et Pampelune. Durant cette période, les raids sont très décentralisés. Ce ne sont que de petites attaques qui refusent le combat dès que les troupes locales réagissent assez vite. En clair, c'est du hit and run classique. Attaque surprise et limitée, refus des combats et repli rapide. Cette manière de fonctionner des raids trouve en partie son origine dans la structure sociale des sociétés scandinaves de l'époque.
Ces dernières sont majoritairement composées de paysans petits propriétaires terriens en droit de porter des armes, les Bwender. Évidemment, il y a une hiérarchie sociale marquée en fonction de la richesse. L'aristocrate existe localement et a un rôle de chef, mais il doit accepter aussi l'influence des thing, des assemblées saisonnières dans lesquelles les Bwender ont droit de participer. Ainsi, toute perspective d'enrichissement était synonyme d'ascension sociale réelle. Faire une viking, tant pour marchander que pour piller, devenait alors très séduisant pour les hommes libres. Ainsi, avec cette motivation en tête, les bandes vikings se constituaient autour d'un chef capable de fédérer au maximum quelques centaines d'hommes. Ces bandes armées étaient liées par un serment, une expérience commune et une camaraderie qui n'est pas sans rappeler l'esprit de corps. Cet échelon, nommé Lith ou Hirth, est le véritable ciment de l'action viking. Il est très soudé, mais également farouchement indépendant. Retenez bien cette idée, ce sera important pour comprendre l'évolution des raids vikings dans les futures vidéos. En tout cas, par ces petits échelons, les raids sont construits comme des entreprises saisonnières. Les hommes libres se rassemblent, affrètent leurs bateaux, partent à la bonne saison, vendent leurs marchandises et pillent les cibles qu'ils avaient repérées, puis rentrent avant que les courants ne deviennent défavorables. Ah, tenez d'ailleurs, les bateaux, il faut en parler. Car si les Vikings peuvent se permettre de faire des raids avec assez peu de monde, c'est essentiellement parce qu'ils font tout par la mer. Contrairement aux raids terrestres, qui demandent tout de même d'avoir les forces suffisantes pour dépasser le système de défense adverse, comme pour les Francs avec les Avars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les mers ainsi que les fleuves sont bien peu sécurisés à l'époque. Les pouvoirs locaux n'ont pas les moyens d'affréter une flotte suffisante, et les Francs font bien peu d'efforts sur le domaine. Ainsi, les Vikings ont tout l'espace nécessaire pour que leurs expéditions ne rencontrent aucune résistance. Et la physionomie de leurs bateaux est tout à fait adaptée à leurs problématiques. On sépare généralement les bateaux scandinaves en deux catégories, les Langskip et les Kohuskip. Les premiers sont les navires de guerre. Ils embarquent de nombreux rameurs, une voile et ont un faible tirant d'eau, leur permettant de remonter les rivières en plus de tenir la navigation en mer. Le choix entre rameurs et voile permet une certaine manœuvrabilité et un bon transport de troupes. Par contre, ils n'embarquent pas de marchandises. C'est la mission des Kohuskip, qui n'ont pas de pont, peu de rameurs, mais ont une plus grosse voilure. Ils sont faits pour la haute mer et peuvent emporter plus de 14 tonnes de marchandises. Évidemment, des bateaux de différentes tailles existent dans ces deux catégories. Bon, du coup, s'il vous plaît, oubliez le terme drakkar, c'est une invention du 19e siècle. De toute façon, en histoire, tout ce qui est faux vient du 19e siècle. Notez bien que cette spécialisation des bateaux dans le transport fait que même les Langskip ne sont pas adaptés au combat maritime. En fait, on remarque que les Scandinaves évitent au maximum les batailles navales, et que si ces dernières sont inévitables, ils préfèrent lier les bateaux entre eux, puis ensuite tenter des abordages pour se battre comme sur la terre, un peu comme les Romains à la bataille du Cap Ecnome. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on a fait le tour pour comprendre le fonctionnement des Vikings pendant leur début. Eh ben, c'était dense. Mais t'as pas dit que pendant leur raid, les Vikings évitaient au maximum les combats ? Ben si. Et pareil sur la mer ? Ouais. Et tu me dis en plus que les raids étaient carrément la norme à l'époque ? Oui, d'une manière générale, les Francs étaient plus violents. Bah alors comment ça se fait que les Vikings aient une telle réputation de barbares sanguinaires qui ne cherchent que la mort au combat ? Oh bah, il y a plein de choses à dire, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dès le début, les écrits des chrétiens, notamment les ecclésiastiques, décrivent un choc et emploient des termes qu'ils n'utilisent pas pour décrire les autres chrétiens. Des païens qui pillent et qui massacrent, de grands malheurs, dévastés, violés, brûlés. Autant de mots que les chrétiens n'utilisent pas à propos des raids des Francs contre les Avars. Le moine Alcuin, dont nous avons parlé au début, écrit pas moins de 7 lettres à ce sujet et craint une colère de Dieu. Mais il en profite également pour remettre en cause la bonne tenue et le bon comportement des moines de Lindisfarne. Et cela a un but politique et moral. La Grande-Bretagne, nouvellement convertie, voit justement réapparaître certains rites païens. Les Vikings sont donc une bonne occasion de serrer la vis à une population qui s'éloignerait de Dieu. Une instrumentalisation d'autant plus facile que les Vikings n'accordent pas la même sacralité aux lieux saints chrétiens, voire les ciblent explicitement car ils sont plus rentables, ce qui choque particulièrement la culture anglo-saxonne et la culture franque. Et puis il y aurait tout un laïus à faire sur le rapprochement entre les Vikings et l'Apocalypse, mais on va s'arrêter là. Toujours est-il que cette première phase viking, désorganisée, décentralisée, apprend quelque chose aux Scandinaves.
Il y a des richesses à se faire en Europe occidentale, et c'est plutôt facile. Aussi, les raids vont s'intensifier et les Vikings vont s'améliorer. Un phénomène que nous aborderons dans le prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode premier d'une série de 4 sur les Vikings, et j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.